Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'émission de ce soir de la grande interview, nous recevons le colonel Bertrand de Reboul, qui est l'attaché militaire de l'ambassade de France au Congo. Avec lui, nous allons discuter sur la coopération française et le Congo en matière militaire, et aussi l'aide que l'ambassade de France ou l'attaché militaire ou l'armée française offre au Congo sur le plan médical et d'autres. Alors, Monsieur Bertrand de Reboul, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui ici au sein de l'ambassade. Bonsoir. Bonsoir, je suis heureux d'être avec vous ce soir et je considère aussi, comme vous, que c'est un honneur pour moi d'être avec vous et puis de dialoguer sur l'action de coopération de défense, pour employer les termes exacts, que la France a avec ce pays partenaire qui est le Congo. D'accord. Alors, avant qu'on ne parle sur cette coopération de défense, quand on parle de défense, souvent on croit que c'est seulement pour former l'armée congolaise ou la police ou d'autres sujets de la défense, mais vous faites aussi d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec la défense. Alors, dites-nous, en dehors de la défense, quel est d'autre rôle que vous faites ici? Alors, je comprends pas bien votre question parce que oui. Moi, mon rôle ici oui. Est essentiellement axé sur la coopération de défense. Oui. Donc je travaille dans ce domaine-là, je ne travaille pas particulièrement dans d'autres domaines que vous imaginez. Peut-être vous pouvez préciser votre pensée. Oui, je vais préciser parce que dernièrement à Makabendjilou, vous êtes allé donner l'aide médicale ou des équipements médicaux à un centre là-bas. Donc c'est pourquoi je disais, ce n'est pas uniquement donner les œuvres ou des équipements médicaux, n'a rien à voir avec la défense. Donc ça veut dire qu'en dehors de la défense, vous faites d'autres activités ici. Alors cet exemple est très bon pour entrer dans le sujet, dans le cœur du sujet, directement au cœur du sujet. Effectivement, le 8 janvier dernier, nous avons mené une opération à l'école de Makalandibou, plus exactement dans l'enceinte de deux écoles, que sont l'Académie militaire du ministère de la Défense et l'école Génie Travaux, qui sont complètement, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, dans le domaine de la défense. Au sein de cette caserne, il y a donc deux écoles, et donc avec tout le personnel, aussi bien encadrement que élèves, qui y vivent, qui y travaillent, et donc il est absolument nécessaire qu'au profit de ces gens-là, il y ait un soutien santé. Alors le soutien santé, il est fait par des médecins, des infirmiers, enfin des gens du personnel médical qui sont des spécialités universelles, c'est vrai, elles ne sont pas spécifiquement militaires. Mais vous savez bien qu'au sein de toutes les armées du monde, il y a un volet service de santé. Parce qu'il y a quelques aspects qui sont spécifiques, même si peut-être que 80% des aspects sont des aspects universels qui peuvent s'appliquer aussi bien aux militaires et aux civils. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons plus particulièrement avec le service de santé des armées congolaises. Le service de santé des armées congolaises, comme vous le savez, a un caractère dual. C'est-à-dire, c'est un mot un peu savant qui veut dire que c'est un service qui travaille à la fois pour les militaires congolais, ou peut-être d'autres d'ailleurs, quand il est engagé en opération, mais aussi pour le monde civil. La population civile de Brazzaville fréquente régulièrement, par exemple, l'hôpital central des armées. Voilà un bon exemple. Et donc nous, ce caractère dual de l'action du service de santé nous intéresse particulièrement parce que ça se place dans le cadre de la coopération de défense, mais encore plus largement dans le cadre de la coopération de la France au Congo, qui a pour objectif, en particulier, de s'adresser aux populations en général, donc quelles qu'elles soient. Et le service de santé, par essence, s'occupe de tout le monde. Voilà pourquoi on a mené une action spécifique à l'école de Makalandibou. Alors cette action, elle était à la fois très simple et très concrète, puisqu'il s'agissait d'apporter du matériel médical à cette école, mais pas de façon unilatérale. Nous avons absolument tenu à ce que ce don de matériel soit fait à la fois par la partie française et la partie congolaise. Donc,
Les deux représentants de cette action ont été le général Ibata, qui est le chef du service de santé des armées congolaises, et moi-même. Donc nous avons présidé ensemble cette cérémonie qui consistait à remettre un certain nombre d'équipements médicaux pour cette infirmerie. Alors, c'était une première action, puisque la France a mis pour à peu près 4,5 millions de francs CFA, le Congo à peu près un peu plus de 2 millions de francs CFA. C'est une première action parce que ça va être complété par une deuxième action, probablement vers le milieu de l'année ou le deuxième semestre 2013, pour compléter les équipements que nous avons mis dans cette école. Ce sont des équipements qui ont deux fonctions principales, c'est de faciliter la médecine de prévention et puis de faciliter la médecine d'urgence pour réagir à des accidents qui pourraient arriver. Parce que vous savez probablement que ce sont deux écoles majeures du ministère de la Défense qui se trouvent là-bas. L'une qui a pour rôle de former les officiers congolais. Et donc dans la formation des officiers, dans la formation des militaires en général, il y a un aspect physique qui est important. Le militaire doit être en bonne forme physique, en bonne santé, et il doit s'entraîner dans ce domaine. Et pour s'entraîner dans ce domaine, on le soumet à des activités physiques plus intenses que la moyenne de la population. Ce qui impose de prendre des mesures de précaution, à la fois préventives, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on vérifie l'état de santé des gens avant qu'ils ne rentrent dans cette école, avant qu'ils ne fassent des activités difficiles et dures. Et puis, il y a la deuxième partie qui est réagir si jamais il y a un problème. Être capable de réagir, ça nécessite certes des médecins et des infirmiers, mais aussi du matériel pour pouvoir travailler. Voilà. Ça, c'est l'académie militaire. Et puis, à côté, vous avez une autre école, donc l'école génie travaux, qui, elle, nécessite peut-être encore plus un service de santé auprès d'elle, parce que c'est une école de formation professionnelle sur des métiers à risque au sens professionnel, puisque là-bas on y enseigne les métiers du bâtiment, les métiers du terrassement. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait un effort spécifiquement dans cet endroit. D'accord. Et en dehors de l'académie militaire de Makabundjulu et le centre de génie civil, toujours là-bas à l'académie Ambakami, est-ce que vous allez aussi faire la même œuvre peut-être à Pointe-Noire ou à Oando ou dans d'autres zones ici au Congo? Non, alors pour le moment, notre action au profit du service de santé des armées, il est concentré sur le commandement du service de santé. On a en place auprès du général Ibata, le directeur du service, un coopérant militaire, un médecin militaire, qui travaille avec le général Ibata et toute son équipe. Le travail a pour but d'aider ce service à mieux s'organiser, à mieux se structurer, à mieux fonctionner et à mieux organiser la formation de ses personnels. Donc en fait, pour le moment, on concentre notre action sur Brazzaville. Il a été une époque où ce coopérant était en place à Pointe-Noire. Mais comme tout projet de coopération, il faut évoluer. Donc ça a été une évolution qui s'est passée il y a à peu près 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans, le prédécesseur du médecin militaire français actuel était en poste à Pointe-Noire. Donc son action s'est maintenant recentrée sur Brazzaville. Mais comme il travaille au sein de la direction centrale, vous comprenez bien que son action a une action sur Brazzaville, mais surtout le service de santé et donc finalement sur l'ensemble du Congo. Sur l'ensemble du Congo. Voilà. Mais pendant qu'on y est, il y a le 4 mars qui a eu lieu, les explosions de Mpila, et bientôt il y aura une année. En tant que militaire, selon vous, est-ce que ce centre, ou le lieu, ou l'épicentre de cette explosion aujourd'hui, est mieux sécurisé ou il y a d'autres choses ou d'autres expertises à être menées là-bas? Parce que l'armée française a beaucoup participé. La zone où se sont produites les explosions du 4 mars 2012 est évidemment bien mieux sécurisée aujourd'hui que le 4 mars et les jours autour du 4 mars. Il y a eu un énorme travail, un travail colossal de fait, je dirais en 2 temps. Le premier temps, ça a été le temps de l'urgence.
dans les jours qui ont suivi le 4 mars. Et puis après, ça a été le temps de la consolidation du travail entrepris par les urgentistes. Alors le travail d'urgence, en ce qui concerne la partie française, qui n'est qu'une part de l'action sur cette zone, puisqu'on peut dire que la communauté internationale entière s'est mobilisée pour cette catastrophe. Mais en ce qui me concerne, je vais plutôt parler de l'action française. L'action française, elle s'est concrétisée dans deux domaines, essentiellement dans deux domaines. Le premier, c'est le même que celui qu'on a parlé en introduction de cette émission. C'est le domaine de la santé. La France a fait venir un avion avec des médicaments, des stocks de médicaments et du personnel médical. Cette équipe de médecins était une équipe de médecins civils, qui a travaillé au profit de tout le monde. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le métier de médecin est par essence pas spécifiquement militaire. Et il travaille pour tout le monde. Donc ça a été le premier volet de la formation de l'aide française. Et le deuxième grand volet, ça a été l'aide à la dépollution du site. Alors l'aide à la dépollution du site, la France a aidé de deux manières. La première, c'est qu'elle a participé au financement de l'action de certaines ONG qui ont travaillé sur le site pour dépolluer, les ONG donc civiles. Et puis la deuxième manière, c'est que la France a fait venir pendant à peu près un mois une équipe spécialiste de très haut niveau des opérations de dépollution. Voilà. Donc une équipe de militaires français, une dizaine de militaires français, sont arrivés moins d'une semaine après le 4 mars et sont restés à peu près un mois ici pour participer à la dépollution de la zone. Cette équipe, d'ailleurs, c'est intéressant, est arrivée de Libreville, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou en tous les cas, si vous ne savez pas, je vous le précise, la France a des forces prépositionnées à Libreville, et ces forces participent à l'action de coopération de la France dans la sous-région. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elles sont venues très rapidement sur Brazzaville. Sur Brazzaville, donc sur le site de Mpila, elles ont travaillé plus spécifiquement à la dépollution d'une zone qui nous a paru prioritaire. C'était la zone du lycée. Vous savez, au bord de la zone militaire, il y avait un lycée. Je crois qu'il s'appelle le lycée de la Révolution. J'en suis pas sûr, mais en tous les cas, il y a un lycée. Et c'est ce qui nous a semblé devoir être dépollué en premier. Parce que pour nous, c'était symbolique, parce que c'est un lieu de formation pour les enfants. Et vous le savez bien, les enfants, c'est l'avenir de tout le pays, quoi. Donc voilà pourquoi nous, on a voulu engager les militaires français d'abord sur cette opération. Cette opération. Et donc, selon vous, aujourd'hui, ce lycée de la Révolution, où c'était proche de l'épicentre de l'explosion, est-ce que cet endroit aujourd'hui est mieux ou sécurisé aujourd'hui? Bien sûr, il est bien mieux sécurisé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Hein. Alors, mais est-ce que les enfants peuvent y reprendre les cours? Ah ben les enfants, ils pourront y reprendre les cours quand on aura reconstruit un lycée. D'accord. Bon, ça dépend plus du tout de moi. De vous, oui. Ça dépend des gens qui sont responsables de la reconstruction de tout ce site. Hein. C'est une opération de très grande envergure. Je ne suis pas du tout compétent pour parler de ça. D'accord, mais je voudrais vous poser une autre question que tous les Congolais, comme ils vous suivent aujourd'hui, aimeraient savoir. Nous, on était là le jour. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'un expert militaire, la nature des munitions qui étaient là-bas, qui a causé tant de dégâts qu'elle a fait? Alors ben ça, c'est une question qu'il vaudrait mieux poser au ministère de la Défense congolais, hein, parce que c'était une caserne militaire, donc c'est à eux. Oui, mais quand on a quelqu'un, un attaché de la Défense, c'est pas difficile. Oui. Dans un dépôt de munitions, il y avait des munitions variées. Donc il y avait des munitions de petit calibre, il y avait des munitions d'un peu plus gros calibre. Bon voilà, comme dans un dépôt de munitions, il y a des munitions. Oui. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. Vous ne pouvez pas donner les types de munitions qui a été. Ce n'est pas votre rôle peut-être. Non, ce n'est pas mon rôle. Bon, maintenant revenons encore à ce que vous le faites dans la coopération militaire entre le Congo et la France. Alors, dites-nous, parce que quand on dit souvent coopération militaire, c'est un peu vaste. Dans les spécificités, quelles sont les aides ou l'aide que la France offre au Congo en termes de coopération? Alors nous, ce qu'on appelle par coopération, on appelle essentiellement, en tous les cas pour le Congo, parce que ça peut varier d'un pays à l'autre, on apporte essentiellement
de l'expertise. Donc on apporte de l'expertise, c'est-à-dire des conseillers militaires qui sont des spécialistes d'un domaine. Alors nous, les domaines qui nous intéressent plus particulièrement, et qui intéressent évidemment le ministère de la Défense, parce que ces projets de coopération sont définis en commun. Ce n'est pas la France qui décide d'envoyer tel type de coopérant au Congo. Non, c'est une discussion entre la France et le Congo qui met sur pied un projet, et après on définit quel est le profil type du coopérant, et puis on envoie ce genre de coopérant. Alors nous, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est d'abord celui dont on a parlé en premier. C'est tout ce qui touche au domaine de la santé. Parce que, je le répète, c'est un domaine qui touche à la fois la population civile et la population militaire. Le deuxième domaine qui nous intéresse, c'est tout ce qui touche à la formation en général. La formation, il y a forcément dans le monde civil, mais aussi dans le monde militaire. Une armée n'est efficace que si elle est correctement formée. Voilà. Et la formation, c'est la base de tout, mais dans tous les domaines. Et pour le ministère de la Défense, c'est pareil que pour les autres métiers, les autres formations. On essaye de les aider dans ce domaine, et pour cela, on a mis 4 coopérants uniquement dans le domaine de la défense. Et je pourrais même dire 5 si je rajoute la gendarmerie nationale, qui n'est pas tout à fait de mon ressort, qui est plutôt du ressort de l'attaché de sécurité intérieure. Voilà. Donc la formation, c'est un point clé. Le troisième point clé, c'est tout ce qui touche à l'organisation de l'administration finance. Voilà. Parce que un ministère de la Défense ne peut pas se construire sans avoir une administration qui tient la route. Voilà. Et c'est complexe, parce que l'administration d'un ministère dont les forces vives doivent être capables de se projeter à l'extérieur dans des délais très brefs n'est pas tout à fait la même chose que celle d'une administration qui reste tout le temps dans ses bureaux et puis dont l'horizon est à peu près toujours le même. C'est peut-être plus compliqué au sein du ministère de la Défense qu'ailleurs. Et donc là aussi, on a depuis déjà plusieurs années un coopérant qui travaille au sein de la Direction Générale Administration Finance du ministère de la Défense. Voilà. Et là, il fait un travail de fond très important. Et je pense qu'il est particulièrement apprécié, notamment par le directeur général de l'administration finance. Le quatrième domaine qui nous importe aujourd'hui, c'est un domaine qui monte en puissance un peu partout dans les zones concernées en Afrique. C'est le domaine de la sécurité maritime. Alors c'est un domaine qui a eu une très très grande importance sur la partie est de l'Afrique, hein, vous savez, tout le large de la Somalie. Avec les pirates somaliens. Avec les pirates, exactement, et qui, phénomène de piraterie qui commence à être jugulé dans cette région du monde. En revanche, c'est un phénomène grandissant dans le golfe de Guinée. Alors heureusement, pour le moment, c'est plutôt dans le nord du golfe de Guinée. Donc le Congo n'est pas encore véritablement touché par des actes de piraterie. Mais ces brigands, ces pirates, ces voyous, un jour pourraient surprendre les uns et les autres. C'est pour ça qu'il faut que le Congo, comme d'autres d'ailleurs, se prépare. Voilà. C'est le rôle par essence des différentes organisations qui existent au sein d'un ministère de la Défense. C'est d'être prêt, le plus possible prêt à répondre à l'imprévu. Voilà. Là, il y a une menace importante. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des intérêts majeurs du Congo se trouvent dans ces eaux territoriales. Hein, le pétrole que possède le Congo, il est en grande partie offshore. Et donc, une grande partie des richesses du Congo sortent de la mer. Et donc, il est important en ce sens que l'État congolais maîtrise son espace maritime. Et donc, après des discussions avec le ministère de la Défense qui ont eu lieu dans l'année 2010, il a été décidé début 2011 de créer un nouveau projet de coopération qui s'appelle coopération marine. Et
on a mis en place un nouveau coopérant à la fin août, début septembre 2011. Voilà, donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'il travaille. Donc c'est un projet tout nouveau qui aide l'état-major de la marine à mettre sur pied des procédures, mettre sur pied des entraînements, mettre sur pied sa maintenance, sa formation, etc. C'est un travail de très longue haleine, mais particulièrement intéressant et à mon avis particulièrement vital pour le Congo. D'accord, mais maintenant, comme évaluation, est-ce que vous pensez qu'avec toute l'aide que vous offrez à l'armée congolaise, est-ce qu'elle est prête à se défendre en cas d'attaque extérieure? Alors, je ne répondrai pas directement à cette question. Vous ne répondrez pas, mais... Je ne répondrai pas à cette question parce que il faudrait que vous adressiez au ministre de la Défense. Mais en tant que conseiller, je vais quand même vous donner quelques éléments de réponse. Oui. Personne ne peut dire, dans le domaine de la défense, aucun pays au monde ne peut dire « je suis prêt à 100%». Parce que la menace est par essence imprévisible. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Ça a été théorisé dans des livres par des stratèges militaires anciens, mais qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. La menace qui va tomber ou la crise qui tombera sur le Congo, si on peut la prévoir, tant mieux, mais il y a de fortes chances qu'on ne l'ait pas forcément prévue. Aucun ministère de la Défense ne peut garantir à 100% qu'il est prêt. Mais son devoir, c'est de continuer en permanence à toujours mieux se préparer. C'est ce que nous, on fait en France. Hein. En France, je vais vous citer un exemple. En France, tout le système de la défense est bâti a comme pierre, clé de voûte, si on peut dire, un document fondamental qui s'appelle le livre blanc. Mais le livre blanc, ce n'est pas un livre blanc qui est écrit dans le marbre et qui ne bouge plus. Le livre blanc sur la défense nationale en France, il date de 2008. Bon. Et il est donc, on pourrait dire, assez récent. Eh bien, ça n'a pas empêché le président de la République de décider qu'il fallait encore le remettre à jour. Donc, en ce moment, en France, il y a un travail de remise à jour du livre blanc sur la défense. Je pense qu'il devrait paraître un nouveau livre blanc en 2013. Et tout cela va entraîner des modifications au sein de l'appareil de défense. Donc, voilà. Mais tous les pays du monde travaillent comme ça. Et d'ailleurs, au Congo, il y a une démarche similaire. Il y a une démarche de réflexion stratégique que mène le ministère de la Défense, mais pas uniquement lui, parce que la défense, elle n'est pas uniquement militaire, donc qui est menée par le plus haut sommet de l'État. Cette démarche, elle existe, et les travaux ont lieu en ce moment. Et le président de la République congolaise, lors de ses vœux aux armées, lors de la veillée d'armes du 31 mars, a parlé de ça. A parlé, alors je ne connais plus exactement le titre du document, mais l'équivalent français, c'est la loi de programmation militaire. Il y a un document un peu semblable qui se prépare au Congo. Avec votre aide. Avec notre aide quand le Congo nous le demande. D'ailleurs, en 2011, nous avions fait venir pendant une petite semaine à Brazzaville un expert de la loi de programmation militaire français. Il était venu expliquer comment nous construisons notre loi de programmation militaire, avec quelles données de référence, avec quel type de raisonnement et quel processus de révision permanent de ces documents. Cet officier est venu passer quelques jours au Congo et il a été entendu par tout le ministère de la Défense, mais pas uniquement par le ministère de la Défense. Ce sont des travaux qui sont menés au Congo. D'accord. Monsieur Bertrand de Reboul, c'était un honneur de vous recevoir. Est-ce que vous aviez, par exemple, les Congolais qui vont vous suivre rapidement, si vous avez un message à l'encontre de vos confrères ou vos amis de l'armée et les civils aussi qui vous suivent, quel est le message que vous aviez ou vous auriez pu les passer, si vous avez un message? Vous voulez parler de mes partenaires congolais ou de mes coopérants militaires français? Les deux. Bon, mais moi si j'ai un message à leur dire, c'est que dans le domaine de la défense, quel que soit le pays auquel il s'applique, on n'a pas le droit au laxisme. On doit travailler d'arrache-pied, parce que nous sommes responsables en grande partie, peut-être pas en totalité, mais en grande partie, de la sécurité de la population de nos pays respectifs. Et donc, à ce titre,
les responsables du ministère de la Défense, quel que soit leur niveau, du plus haut des généraux jusqu'au dernier des soldats, doivent avoir une très grande conscience professionnelle et un très grand sens du devoir et du travail pour son propre pays. La sécurité des populations congolaises repose en grande partie sur le ministère de la Défense congolais. Pas uniquement sur le ministère de la Défense, mais en grande partie. Il y a d'autres ministères congolais. Ce que je dis pour le Congo est vrai pour tous les pays du monde. Et donc moi je dis à mes partenaires du ministère de la Défense congolais, faites-nous travailler encore plus, on le fera avec joie, avec cœur et avec acharnement. Je vous remercie. Voilà. Okay. Vous venez là de suivre l'interview que je viens d'avoir avec le colonel Bertrand de Reboul. Ne quittez pas, tout de suite vous allez suivre l'entretien que je viens d'avoir aussi avec Monseigneur Miguel Olivari, qui est l'administrateur apostolique de Pointe-Noire. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.